Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez esquiver un titre en particulier, il y a le chapitrage, etc. Avant de commencer, on se met un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. Et maintenant que c'est dit, on va commencer maintenant. On commence avec Kowloon Generic Romance tome 3. Et alors, on est parti dans un sacré bail. Alors tout le tome est vraiment cool avec le fait que l'héroïne Kujirai invite son love interest chez elle. J'ai bien aimé tout le passage où le mec il se fait un petit peu comme il était chez lui, et il a l'air de reconnaître un petit peu la baraque. Et le dernier quart du tome, avec on a une sorte de révélation sur le fait que Kujirai, en fait, ça serait pas Kujirai, en fait, le mec en fait a connu Kujirai dans une autre époque, et que elle c'est une sorte de clone, on sait pas vraiment ce que c'est encore, et on finit quasiment le tome là-dessus, et là j'avoue que je suis un petit peu curieux, je veux savoir la suite. Là l'auteur il est vraiment parti dans un certain drôle de bail, et je veux en savoir un peu plus, et donc là, jusqu'à présent les tomes étaient super bien, et là le tome 3 il est monté d'un cran, parce que je pensais vraiment que ce serait un délire de voyage temporel où le mec il vient du futur et elle vient du passé, etc. Ils se sont croisés une autre époque et là ils se re-rencontrent, etc. Un petit peu comme il y avait un délire avec, je crois que c'est le Docteur Who, il y a une saison où il y a un personnage genre, c'est la première fois qu'on se rencontre, pour vous, mais pour moi c'est la dernière fois qu'on va se rencontrer. Et en fait on va se rencontrer à d'autres époques, etc. Je crois que c'était avec David Tennant, si je dis pas de bêtises, où il y avait une meuf qui rencontrait, et ouais, il y a un délire comme ça. Et en fait, ça a l'air de partir dans un autre délire encore bien plus science-fiction, what the fuck. Donc j'ai hâte de lire la suite, en tout cas je vous conseille Kowloon Generic Romance. On passe à Nueve Graphics avec le troisième tome de Welcome to the Ballroom. Alors on avait laissé notre petit héros, ils avaient eu un échange d'assistantes, de partenaires de danse. Donc lui il se retrouve avec la sœur de Gaju, donc Gaju se retrouve avec la compagne, enfin l'assistante, la coéquipière de Yodo. Et donc là, il y a une compétition entre deux mecs qui sont plutôt costauds et notre héros qui est avec une fille un petit peu timide, qui sait pas trop ce qu'elle veut. Et on va les voir évoluer, etc. Et tout le dernier chapitre avec l'histoire du tableau et de la peinture, super bien. Welcome to the Ballroom, c'est vraiment un super titre que je vous conseille. Même si je crois il reste plus que quelques tomes avant qu'on ait rattrapé le Japon. Enfin, on est à une dizaine de tomes au Japon et ça fait quelques années que l'auteur est en pause. Donc bon, j'ai hâte qu'on dépasse l'animé. Et après, on arrivera où on est le manga au Japon et je vais être un petit peu, triste. On continue avec les tomes 3 et cette fois c'est Miss Kobayashi Dragon's Maid, le tome 3. Voilà. C'est particulier parce que j'ai vu les deux saisons qui sont sur Crunchyroll et Wakanim si je dis pas de bêtises. Et en fait, l'animé a pas mal joué avec les chapitres, parce que en fait, dans celui-ci, on a l'apparition de ce nouveau personnage, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Enfin, j'ai plus son nom, excusez-moi. Donc, qui est un dragon de la justice, là où Thor est un dragon du chaos, etc. Donc, des grandes rivales, mais en même temps des très grandes amies, ce qui est un peu bizarre, en particulier, on va découvrir ça plus tard. Et à la fin du tome, on a l'arrivée de Ilulu, qui était un personnage qui est apparu, enfin plutôt introduit dans la saison 2. Alors que ce personnage-là est apparu mi-saison 1. Et je peux comprendre parce que ça aurait fait beaucoup de personnages à introduire dans une seule saison, et c'était peut-être mieux de mettre Ilulu plus tard, en tout cas pour l'animé, parce que finalement Ilulu on l'aurait eu très peu de temps en fin de saison, et ça aurait été un peu compliqué de mettre toutes ces histoires, là où on a pu développer un peu plus ce personnage-là et les autres qui étaient apparus, donc Quetzalcoatl, pareil. Quetzalcoatl, à peine elle parle du petit Shota, qu'on a ce personnage-là qui arrive, qui a Ilulu qui arrive, en fait. Tout ça s'enchaîne, ça va très vite, il y a beaucoup de personnages qui sont apparus d'un coup en quelques chapitres. Je pense que l'anime a eu raison de diluer un peu ses apparitions pour qu'on ait le temps de profiter de plein de personnages et qu'ensuite on puisse se mettre Ilulu, parce qu'après Ilulu, il n'y a pas eu trop de nouveaux personnages qui sont introduits aussi importants. À part les personnages qui gravitent un petit peu autour d'eux, genre par exemple le copain d'Ilulu, le père de Shota, etc. Mais c'est vraiment des personnages un peu plus secondaires. Donc voilà, en tout cas, très content, et toujours aussi fan de cet effet écailleux qu'il y a sur la couverture. Nueve, ils font du super boulot là-dessus. On passe à Kurokawa avec le 25e tome de Vinland Saga, et ça sent la fin. Je pense qu'on est à quelques tomes de la fin de Vinland Saga, à moins que l'auteur fasse un truc totalement différent, parce que là, Thorfinn est arrivé au Vinland. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a à raconter de plus, mis à part la création du village dans les terres du Vinland, donc qui sont un petit peu le Canada, les États-Unis, mais au 10e siècle, au 11e siècle, et je vois pas trop quoi raconter, mis à part peut-être, on nous parle de Knut, donc le roi du Danemark,
mis à part que Knut ait besoin de Thorfinn et que Thorfinn doit rompre sa promesse et qu'il doit retourner à la guerre, je vois pas trop ce qu'on peut raconter de plus. Là, j'ai l'impression qu'on commence à fermer tout doucement toutes les portes et des sous-intrigues, et je vois pas trop où peut aller le manga sur encore plusieurs tomes. Peut-être que l'auteur a, comme je dis, Knut et le Danemark, etc., il y aura des guerres, peut-être, il va peut-être partir là-dessus, mais vu que le manga s'appelle Vinland Saga, la saga du Vinland, bah en théorie, cette saga est terminée. Là, on va arriver à la fin, ils sont arrivés au Vinland, il faut produire leur village, ils vont rencontrer les natifs qui apparaissent à la fin du tome. Et je vois pas trop ce qu'on peut raconter de plus, alors si je dis pas de bêtises, historiquement, ils se sont fait laver, les Vikings, parce que, sous l'ombre. Donc, est-ce que ça va être pareil dans le manga, ça va se finir avec Thorfinn qui se fait exterminer par les natifs? J'espère pas trop. Et j'ai beaucoup aimé, c'est au tout début du tome, il y a un passage avec, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Skellad, c'est le vieux qui lui avait donné la motivation de partir vers le Vinland, dont j'ai oublié le nom. Donc c'est le fils d'Erickson, etc., qui a voyagé vers le Canada, et il dit « Ah, ça fait quand même 20 ans !» Et là, t'as plein de pages de tous les 25 tomes de la série, tu fais « Waouh, ça fait déjà 20 ans que Thorfinn, il a perdu son père !» Waouh, il s'en est passé du chemin, et alors, en tant que fan, tu te dis « Ça fait quasiment 10 ans que tu suis Vinland Saga, tu te prends une méga rouste !» C'était vénère, c'était vraiment cool, et super tome, et comme je l'ai dit, on approche tout doucement, et sûrement de la fin. Je parle très rapidement de Trèfle, c'est une nouvelle série, enfin une réédition d'une série de Clamp par Pika. J'ai pas tout lu, parce que c'est une œuvre qui est très complexe, c'est une série en 2 tomes, et je préfère attendre le 2e tome pour tout me lire, parce que j'ai eu la moitié, ça partait vraiment dans des gros délires. Alors déjà, c'est marqué sur le synopsis, Trèfle est probablement l'œuvre de science-fiction la plus audacieuse par le groupe Clamp, et ça a l'air bien barré, c'est à moitié science-fiction, fantasy, poésie. Je pense qu'il faut être posé pour lire ça, et je préfère avoir les 2 tomes pour tout lire d'un coup, et pas me dire, quand je dirai le tome 2 dans 2-3 mois, me dire « Oh, je comprends rien, c'est de la merde ». Parce que j'ai pas envie de vivre ça. Et voilà, en tout cas, toujours aussi content de ce que fait Pika autour de Clamp, parce que depuis 2-3 ans, avec Cardcaptor Sakura, ils ont réédité dans une édition qui était super bonne, super belle plutôt. Ils ont sorti plein de titres, il y a Trèfle, il y a eu Chobits, on a eu Magic Knight Rehearse l'année dernière, que j'ai terminé, que j'ai toujours pas lu. En fait, j'ai les 6 tomes, il faut que je les lise dans pas longtemps. Et donc on a Trèfle. Moi, j'espère vraiment au fond de moi qu'on aura XXOLX, X de Clamp et surtout Tsubasa Reservoir Chronicle. C'est un peu les 3 titres que j'aimerais lire de ce groupe, parce que pour beaucoup de gens, c'est les meilleurs titres qu'ils ont fait. Donc j'ai envie de les lire, surtout que Tsubasa, je les ai lus il y a très longtemps. J'ai lu les 10 premiers tomes et j'aimerais bien connaître la fin de l'histoire. Demon Slayer, tome 20, il reste plus que 3 tomes de la série, donc dans pas très longtemps c'est la fin. Si je dis pas de bêtises, si on suit un rythme de 1 tome tous les 2 mois, au mois de juillet c'est terminé. Comme un autre titre dont je vais parler dans quelques minutes, c'est le prochain, il reste 2-3 tomes. Donc là, tout le tome est centré sur l'affrontement entre plein de personnages face au pilier, au pilier, la première lune supérieure, donc c'est pas ce personnage-là, c'est un autre. Et alors lui, no spoil pour ceux qui connaissent pas, c'est dans un flashback, c'est un passage dans un flashback, voilà. J'ai beaucoup aimé le combat, alors il y a le pilier de la roche, le pilier de la brume, le pilier du vent, l'élève du pilier de la pierre, et donc le frère du pilier du vent contre lui. Le combat est oufissime. Alors, je me dis que si en animé, c'est au niveau de ce qu'on a dans les derniers épisodes de Demon Slayer, ça va être une dinguerie. Mais alors, j'ai même pas idée. Et j'ai beaucoup aimé le flashback qu'il y a sur lui. Alors j'aime toujours les flashbacks autour des démons, parce qu'on découvre un petit peu leur motivation, qu'est-ce qui les a poussés à devenir des démons. Et là, il y a un petit côté quête d'orgueil, quête de puissance, l'orgueil, qui a fait que la jalousie envers son jeune frère l'a poussé à devenir un démon, alors qu'il avait des notes de tension au début. C'est vraiment super intéressant. En plus, ça fait vraiment le lien avec le début des pourfondeurs, parce que c'est vraiment son frère est l'initiateur du souffle du soleil, et que personne n'a réussi à reproduire. Et alors ça fait écho avec ce que disait le père de pas Konjuro, comme il s'appelle, le pilier de la flamme, qui disait que ouais, les piliers du soleil, ils étaient élitistes, etc. Non, c'est juste que personne n'a réussi à reproduire le souffle du soleil. Et ça, c'est super intéressant, tu découvres enfin la vérité autour de ça, et vraiment un super combat. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que donc le frère de la première lune supérieure, c'est l'ancêtre de Tanjiro? Parce que il a les mêmes boucles d'oreilles, il a la même cicatrice, je me pose la question. J'espère que dans les 3 prochains tomes, on aura un petit peu d'explication, parce que là, maintenant, il reste plus que Muzan. C'est le combat final. 3 tomes de combat final, ça va être oufissime. Un autre tome 20 et une autre série qui devrait se terminer au mois de juillet parce qu'il reste plus que 3 tomes, c'est Beastars, le tome 20.
Pareil, là, ça sent qu'on est vraiment la dernière ligne droite de l'arc de Melon, parce que ça y est, ça va être le tome se finit par l'affrontement, enfin le début de l'affrontement entre les Goshi face à Melon. Il se passe plein de choses encore une fois. Il y a Louis, enfin toute l'histoire avec Louis et les Goshi est vraiment super cool. Haru, j'adore, il y a une page où Haru elle est en mode pas contente dans le métro, j'ai trouvé ça trop cool. Il y a l'arrivée de Gosha et du précédent Blisters, le cheval. Ça va être ouf. Là, les 3 prochains tomes, ils vont être vraiment... c'est une dinguerie. J'ai hâte d'avoir la suite et d'avoir la fin et de pouvoir un de ces 4 tout me relire parce que Beastars, c'est quand même un super titre. 4e et dernier tome de Orochi de Kazuo Umezu aux éditions Les Armoires. Alors si vous suivez un petit peu les sorties, il y a Glénat qui a réédité Les Colors Portées. Orochi, c'est un autre manga du même auteur. Alors c'est un petit peu un délire à la Tomie, comment ça s'appelle aussi les mémoires des Manon, dans le sens où en fait Orochi c'est une entité qui ne vieillit pas, qui suit les gens, et en fait on va voir une seule histoire en fait, on va la voir suivre l'histoire de quelqu'un, et souvent de manière très dramatique, et en fait là le tome est composé de 2 histoires, une de 100 pages qui est sympa, qui est vraiment bien, avec une fille aveugle, ses parents se font tuer, mais elle sait qu'il y avait quelqu'un qui était là, et elle veut essayer de le prouver, sauf que personne n'a croit vu qu'elle est aveugle, vraiment super cool, il y a vraiment une petite tension qui se crée avec le fait que elle sait qu'il y a quelqu'un, on lui dit non, il n'y a personne, et tout le monde se fout un peu de sa gueule. Et l'autre histoire avec 2 sœurs, etc., les liens du sang, vraiment super bien. Donc c'est le dernier tome, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, normalement, on devrait avoir un nouveau titre de l'auteur qui arrive chez Les Armoires, dont j'ai oublié le nom. Je vous mettrai une petite image ici, parce que là, j'ai vraiment plus le titre en tête. Et voilà, Orochi, c'était bien. Alors, c'est pas mon titre préféré de l'auteur, je préfère quand même Les Collants Portés et Je suis Shingo, mais ça reste sympathique, c'est intéressant. C'est un peu un mélange entre une histoire traditionnelle, on va dire chronologique, et des recueils d'histoires courtes, parce que finalement, chaque histoire, qui soit plus ou moins longue, est indépendante. Il n'y a pas une sous-histoire autour de Orochi. Finalement, Orochi, on ne sait pas trop ce que c'est à la fin de l'histoire, mis à part que c'est une entité un petit peu mystique. Je rattrape mon retard, je n'en ai pas parlé la semaine dernière, c'est Butterfly Beast 2, donc le premier tome de la suite de Butterfly Beast sans chiffres. Donc on suit toujours Kosho, donc dans le... Alors en fait c'est le quartier des plaisirs en fait, enfin le quartier des plaisirs 400 ans avant le quartier des plaisirs de Demon Slayer, parce que là on est en 1635, là, au Demon Slayer on est au début du XXe siècle, et donc on suit une ninja dans le quartier des plaisirs qui traque d'autres ninjas qui sont devenus un petit peu corrompus, qui foutent la merde. J'ai pas grand chose à dire de plus, ça suit la droite lignée de ce qu'il y avait dans Butterfly Beast que j'ai bien aimé, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça poursuit la même logique, alors avec des histoires un peu plus longues, là on a une histoire sur 3 chapitres, donc on a le temps de développer un peu plus la personne qui va se faire tuer par Kosho, mais voilà, c'est toujours aussi bien, j'aime beaucoup le catalogue manga de samouraï, ninja, etc. de Mangetsu, et je vous conseille. Jojo Lion, tome 23, alors ça se voit peut-être pas parce qu'il n'y a rien qui l'indique, mais c'est l'édition collector. J'avais demandé à mon libraire de me mettre de côté, il a réussi à m'en trouver un et me mettre de côté, donc j'ai le tome 23 collector, donc j'ai fait une petite vidéo sur TikTok où je parle de l'édition collector parce que finalement c'était à 13 € pour ce que c'est, je trouve que c'est un peu cher, même si je l'ai pris parce que je suis un gros pigeon / grand fan de Jojo, mais c'est vrai que te dire 13 € pour ce tome-là qui n'a rien de plus qu'un tome traditionnel, et t'as juste dans un sachet plastique avec les intertomes là pour faire les séparations, ça fait un petit peu cher. J'aurais bien aimé au moins un petit truc collector, un petit truc en plus sur le niveau de la couverture. Non, c'est vraiment, ils ont juste pris un tome, ils ont pris ce qui leur restait de sachet d'intercalaire qu'ils n'ont pas donné au libraire, ils ont mis ça dans un sac plastique, tenez, c'est un collector. C'est génial. Mis à part ça, je vais pas dire grand chose sur le tome 23 parce que c'est un peu ce que je pense depuis quelques tomes de Jojo Lion. Faut être investi pour moi, Jojo c'est un peu comme One Piece, faut être investi parce qu'il y a plein de choses à retenir. Et autant il y a 2 ans j'avais relu tout Jojo, c'était bien dans ma tête, et comme là ça fait 2 ans que on va dire les tomes qui sont sortis entre temps, je les ai un peu moins en tête, ce qui fait que je me souviens plus ou moins du docteur, etc., que personne n'arrive à le voir, les caméras le suivent pas, mais là j'avoue qu'il y a plein de petites intrigues, là le fils Higashikata, je fais, qu'est-ce qui lui est arrivé là d'un coup? Alors je me souviens qu'il y a une édition pour l'aîné, mais d'un coup ça se déclenche, j'ai fait, toi il s'est passé quoi dans le tome précédent, je me souviens plus trop, donc je pense que je vais continuer à acheter Jojo Lion parce que j'aime beaucoup, et il faudra que dans pas longtemps je me relise la partie une nouvelle fois en entier, peut-être attendre que la série soit totalement terminée parce qu'on est vraiment à quelques tomes de la fin.
J'ai craqué, j'ai pas attendu, j'ai tout de suite lu le tome 14 de Kengan Ashura, qui marque donc les 2 derniers combats du premier tour, et donc le tome se finit vraiment par fin du premier tour, le tome suivant, second tour, ça va dépoter parce que là il va y avoir que des mecs qui bouffent des guêpes, que des mecs musculeux là qui veulent casser des dents. Donc là on a la fin du combat entre donc le champion de la boutique de vin, là, d'alcool, du bar, face au... alors c'est le représentant d'une boîte thaïlandaise, donc c'est le champion de la boxe thaï. Bon, le combat est unilatéral. Le mec il commençait à avoir des avantages, mais la boxe thaï était vraiment trop vénère. Et ensuite on a un champion de lutte qui représente je ne sais plus quelle entreprise, Muji TV, qui affronte donc le champion en titre de la plus grande entreprise du Kengan Ashura, donc l'entreprise du président, dont j'ai oublié le nom aussi, excusez-moi, je vais retrouver ça dans quelques instants. C'est la banque Dai Nippon, donc c'est la banque du Japon, donc avec le mec qui s'appelle le Croc de Metsudo. Et le combat est ouf. Clairement, finir le premier tour sur le combat entre l'un des plus... Ils disent que c'est l'un des meilleurs combattants du Kengan, qui en plus qui ne s'est jamais battu pour le Kengan, donc c'est vraiment ses premiers combats, c'est un champion de lutte de ouf, face à l'invaincu, oufissime. Le combat était trop bien, et là je me dis, à partir du tome 15, second tour, et là il n'y a que des mecs qui ont gagné un combat avant, que des mecs vénères, ça va être des combats de fous furieux, surtout que j'ai vu la tome 16 et je me suis rappelé que Oma affrontait le frère de sa copine, là, celle qui a fond sur lui. Le champion du clan machin truc, le clan gouré, là où les mecs c'est que des tarés d'assassins. Ça va être génial. Non, les prochains tomes, ça va être une putain de dinguerie. Dernier manga de cette vidéo, c'est Yakuza Réincarnation tome 2. J'ai bien aimé le début du tome, j'ai bien aimé la fin, mais entre les deux, j'étais un peu moins fan. Donc j'ai bien aimé le début avec le délire où, maintenant que l'héroïne a vaincu le bandit du coin, elle a dit maintenant on va être frères, on va faire une Sakazuki. Et là, donc là ils échangent la coupe de vin, enfin la coupe de saké, mais il n'y a pas de saké, et c'est pas des coupes de verre de saké, c'est juste un verre à la con. J'ai trouvé ça vraiment cool, il y a toujours ce délire Yakuza. Après tout le délire qu'il y a entre les deux avec les elfes noirs, j'étais un peu moins dans le délire. Et là on finit le tome sur un délire de casino, jeu d'argent. Donc là, j'ai hâte de voir le tome 3 où ça va peut-être partir en mode on va jouer au dé, elle va avoir cette tenue là d'arbitre, enfin pas c'est peut-être d'arbitre, c'est de... Enfin souvent il y a dans les mangas de samouraï, il y a une femme qui lance les dés, elle a toujours cette tenue un petit peu, genre elle se bande le sein, et elle a le kimono enlevé, et elle jette les dés, elle dit « Faites vos jeux, père impair, père impair !» Donc là, j'espère qu'on va partir sur ce délire-là. En plus, il y a tout un délire avec un katana aussi. Là, ce tome-là, je suis un peu moins fan. Je pense que le tome 3 va être un petit peu mieux. Que j'ai vraiment trouvé, il y a vraiment eu un creux pour moi au milieu du tome et qui fait que j'ai un peu moins kiffé. Et on finit comme d'habitude avec du Astérix et c'est le deuxième tome, la Serpe d'Or. Donc c'est la deuxième histoire d'Astérix, mais c'est la première histoire où Astérix et Obélix déjà font équipe, parce que dans le premier tome ils faisaient pas équipe, et en plus ils quittent le village. Et je sais que beaucoup de gens trouvent que les albums Astérix où ils sont hors du village sont beaucoup mieux, et il faut dire que ce premier album hors du village, il est très bien. Alors nos héros, en fait l'histoire c'est que Panoramix casse sa serpe en or, donc il peut plus cueillir le gué, le gui, et qu'il a les protéines magiques pour créer la potion magique. Donc ils doivent partir chez un fabricant de serpes d'or à Lutèce, qui est donc Paris, qui est considéré dans cet album comme la capitale des Gaules. Alors je crois qu'historiquement c'était plutôt censé être Lyon ou Marseille. Enfin l'actuel Lyon ou l'actuel Marseille qui était... Non peut-être pas, non, parce que Nantes c'était vraiment les Britons. Donc voilà, c'est vraiment plutôt plus proche de l'Italie, quoi, la capitale. Mais voilà, on essaie de faire une métaphore de notre monde actuel, des années 60 dans Astérix. Et donc là, on nous montre une sorte de Lutèce, qui est donc la capitale, où c'est juste la capitale, c'est l'île de la Cité. Ils disent ouais, elle est trop polluée, elle est trop surpeuplée, les gens ils sont désagréables, quand ils conduisent leur char, ils s'insultent entre eux, donc tu reconnais le périph'. Ils disent que l'air est vicié, tu sais que Paris est quand même pas une ville qui a l'air le plus propre du monde. Il y a un mec qui pêche, il dit ouais, la Seine elle est dégueulasse. Ouais, pour un Parisien, enfin, un mec qui vit dans l'île de France, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire parce que j'ai reconnu les clins d'œil. À moi, il parle du Moulin Rouge, il parle du quartier de Boulogne, enfin je crois qu'il parle de Boulogne à un moment donné. Il y a plein de métaphores qui m'ont fait rire parce que j'ai reconnu les villes, j'ai reconnu certains aspects de Paris, et ça m'a fait beaucoup rire, et c'est vraiment un super album, même toute l'histoire avec la mafia qui a enlevé un fabricant de serpes d'or, il faut le retrouver, mais le préfet de police, donc le préfet de Rome, il est un petit peu aussi mouillé là-dedans, il veut pas aider, c'est vraiment trop bien. Il y a même plein de délires sur, de toute façon sur la France, hein. Moi il dit ouais, c'est la route romaine 7, donc tu te dis ah c'est l'autoroute nationale numéro 7, de toute façon il y a plein de métaphores, plein de comparaisons à faire avec
notre pays. Et je sais que beaucoup d'albums font ça. Et j'ai beaucoup aimé. Donc là, autant le tome 1, j'étais un moyen, autant le tome 2, déjà, je trouve qu'il y a eu un level up en termes d'histoire et même en termes de dessin, même si, encore une fois, Panoramix pas trop, Obélix pas trop. Mais c'est surtout Assurance Tourix et Abracorosix qui ressemblent pas du tout encore à leur design définitif. En plus, ce qui est encore plus fort, c'est que quand tu ouvres le tome, l'une des premières pages que tu as, c'est ça. Tu vois les personnages principaux. Et tu vois Abracorosix et Assurance Tourix qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a dans l'album. C'est très drôle. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. On approche tout doucement, mais sûrement des 3100 abonnés. Voilà, je fais toujours la pub à chaque semaine. En description, vous avez aussi... Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, partagez, commentez. Ça permet à la vidéo d'être un peu plus visible sur YouTube, même si YouTube est en train de mourir en ce moment. En description, vous avez des liens vers tous mes réseaux sociaux. Donc Twitter, TikTok, Discord, Instagram, et je ne sais quoi encore. Et sur ce, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!